On y va? Allez-y. Donc, je vais vous dérouler les diapos que j'ai déroulés mardi matin auprès des agents de la mairie de secteur pour lancer le projet de décarbonation des services, parce qu'on a mis en marché une prestation, le marché ferme aujourd'hui, et on espère pouvoir recruter une assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire le bilan carbone et modéliser les émissions futures de la mairie pour tenter de tenir l'objectif, d'être dans une trajectoire de 2 degrés. Et au tout début, il y a Félix qui a présenté le plan européen, mais je ne le ferai pas. Dès qu'il passe vers le Pardon? Félix. Ouais, Félix Blanc, ouais. D'accord. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, mais je vais essayer de le faire rapidement, faire en mode TGV. Toutes les questions sont bonnes, évidemment. Donc, il y a une tâche aveugle. Cette tâche aveugle, elle contient les conditions qui permettent la vie sur Terre, n'est-ce pas? Le climat, la biodiversité, l'énergie et les ressources sont autant de choses qui sont peu ou mal traduites dans la production économique, ou en tout cas la métrique financière. Et pour autant, ça conditionne la possibilité de la société humaine. Donc ça, c'est sur le territoire. Je vais zapper, on sait à peu près tout ce qu'il y a dans le projet 100 villes décarbonées, avec 3 documents cadres, le contrat ville-climat, 2030, le plan d'action, et enfin le plan d'investissement, qui se compte en centaines de millions d'euros. Et tout ça avec une gouvernance qui se veut être transversale, partagée, de l'implication citoyenne. Pour l'instant, elle n'est pas très innovante. Hein, non. L'innovation, c'est un moyen. Il ne faut pas innover pour innover, mais bon, il paraît que ce soir, il y a un événement qui pourrait apporter de l'eau à ce moulin de l'innovation. Oui, là-dessus, c'est validé. Ouais, voilà. C'est quoi l'événement? Le Collège du futur ou l'Assemblée du futur. Ah, c'est ce soir? Qui sont des éléments d'accompagnement, citoyen. Et donc, par exemple, le plan d'investissement, ça ressemble à ça. Et l'idée, c'est que, au fond, donc là, par exemple, c'est 500 à 3000 bus électriques. Bon, le plan de l'RTM, il y en a 600 aujourd'hui. C'est que les 600 soient électriques en 2035. Voilà. Là, mais ça, c'est déjà le plan RTM. Oui, c'est le plan de l'RTM. Ça, ce que je dis, c'est le plan de l'RTM. Ah oui, d'accord. Et puis là, c'est que 500 en 2024, 3000 en 2030. Ouais. C'est pas pour Marseille, hein, c'est juste un exemple comme ça. En face, ils mettent l'investissement. Donc 100 millions en 2024, 50 millions, etc. par tranche. Quoi. Et tout en bas, là, il y a la quantité de CO2 évitée. D'accord. Donc à l'horizon 2030, sur une flotte de 3000 bus électriques, on économise en cumulé 112 000 tonnes de CO2. C'est à peu près la moitié des émissions de l'administration. C'est à peu près la moitié des émissions de l'administration. En se basant sur quoi? Parce que le bilan carbone, il est vieux. Quelques petits. Ouais, mais ça ne change pas d'ordre de grandeur. Tu penses? Ah, c'est sûr. C'est quelques petits pourcents des émissions du territoire. C'est aussi ça. C'est le transport en commun, c'est là-dessus qu'il faut raisonner. À Marseille, c'est 2 millions de tonnes. Et après, on peut discuter sur le périmètre et je pense que Younes pourra nous en toucher un mot. Par rapport à l'industrie, est-ce qu'on inclut les émissions de l'industrie? La zone de Berre, c'est la zone d'émission la plus intensive en France. Marseille, c'est le 3e port pétrolier mondial. Donc il y a des émissions qu'on fait ici dans notre industrie qui sont en fait utilisées par d'autres. Mais l'idée, c'est de gérer les choses en dynamique. Donc il y a 4 grandes parties dans cette présentation. Énergie, on n'a aucun levier. climat, des exemples avec le bilan carbone de l'Amérique 4.5 et de la ville. Salut Aïcha. J'ai commencé, mais je suis vraiment au tout début. C'est juste pour pouvoir te laisser du temps. Bien. Et enfin, je passe sur le rôle du copil. Je présente donc le clin. J'ai fait toutes les salles de la ville avant de trouver celle-là. C'est en plus rebaptisé Irma, je sais pas quoi. Donc l'énergie, c'est quoi? C'est la mesure physique du changement d'un système. Et on peut tout de suite reformuler de manière plus intelligible. C'est la mesure physique. On ne discute pas, s'il vous plaît, dans le fond. Hein. C'est la mesure physique du changement de l'environnement. D'accord? Plus j'utilise d'énergie, plus je change l'environnement. Ça mesure le changement de l'environnement. Donc être propre, c'est pas changer l'environnement. Donc il n'y a pas d'énergie propre. Il y a des énergies qui ont un rapport coût-bénéfice avantageux et qu'on choisit d'utiliser. Mais il n'y a pas d'énergie verte, il n'y a pas d'énergie propre, ça n'existe pas.
les énergies dont on dit qu'elles sont propres, en général, elles sont petites. Parce que ça ne change pas beaucoup l'environnement. Donc, par exemple, à chaque fois qu'on change une vitesse, une forme, une composition chimique, une température, ça met en jeu de l'énergie. L'énergie, c'est notre parc de machines. C'est pour ça qu'il y a cette expression un peu consacrée qui dit « l'énergie, c'est des croquettes pour machines ». Si on compare le travail fourni par les humains au travail fourni par les machines, on est de 1 à 200. C'est comme si on avait 1400 milliards d'esclaves. Je n'arrive pas à le dire tellement c'est grand. 1400 milliards. Et donc dans un système fermé, l'énergie se conserve. La Terre, l'énergie, on ne la crée pas. On ne la produit pas, on la collecte, on la convertit, on la transforme. Si on est très ingénieux ou qu'on a de la chance parce qu'elle est bonne, on la stocke. Le pétrole est la reine des énergies parce que la fonction de stock est comprise dans la forme sous laquelle elle se présente. Et donc toute l'énergie de la planète vient du Soleil, modulo les pouillèmes qu'on arrive à choper du noyau avec la géothermie. Et c'est parce qu'il y a une atmosphère qu'on arrive à séquestrer cette énergie et que ça permet la vie. L'effet de serre est une condition sine qua non à la présence de vie humaine sur Terre, pour la simple raison que s'il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins de 18 degrés à la surface. Avec effet de serre, avant le changement climatique anthropique, il faisait plus 15 degrés. Et ça, c'est simplement parce que le Soleil chauffe la Terre, la Terre rayonne des infrarouges, donc c'est la flèche de droite là, qui part dans l'espace. Et il y a une partie de ces infrarouges, les infrarouges c'est de la chaleur, vous avez tous vu les résistances rouges d'un grille-pain, et il y en a 95% qui est retenu par l'atmosphère parce qu'il y a des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est l'eau, essentiellement qui vient des océans, le CO2, le méthane, et avec des sources différentes qui peuvent être humaines ou non humaines. Il y a des incendies naturels, il y a du volcanisme, et puis il y a aussi des activités humaines qui, en particulier, utilisent des combustibles fossiles, et donc, de ce fait, la concentration en CO2 de l'atmosphère fait ça depuis 2000 ans. Donc elle a été stable jusqu'à grosso modo 1800. Ça, on le sait avec les points rouges qui viennent. On va analyser des petites bulles piégées dans la glace, au pôle. Et puis ensuite, il y a la courbe verte là qui permet de compléter ça, qui est des mesures effectuées au sommet d'un volcan d'Allemagne. On voit même la saisonnalité des émissions, enfin de la concentration, parce que simplement, 6 mois sur 12, j'ai envie de dire, ça descend et ça monte. Et ce qu'on voit, c'est juste la photosynthèse en fait là-dedans. Parce qu'il y a plus de terre émergée dans l'hémisphère nord, c'est l'hémisphère nord qui domine. Après, selon la géographie du capteur, cette variation à court terme, elle est toujours variable. Mais donc du coup, le pic de CO2, il se passe toujours en juin. Hein. On bat toujours le record en juin parce qu'en fait, on est au maximum de cette sigmoïde-là. C'est la photosynthèse qui capte le CO2 qui fait baisser la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Chaque année. Ouais. Mais du coup, elle devrait être régulière entre guillemets, parce qu'il y a plus de terre émergée. Oui, sauf que quand tu lises, tu vois bien que ça monte, et ça, c'est juste parce qu'on crame du charbon. Donc là, vous avez de janvier à décembre la température moyenne mondiale depuis 1880. La référence, la moyenne de cette moyenne, c'est la deuxième partie du 19e siècle. Et voilà, on en est là. Donc ça chauffe, ça c'est sûr, c'est un fait établi. La contribution humaine est aussi un fait établi. Et alors, est-ce que quelques degrés de la température moyenne mondiale, donc là on est à plus 1,1 maintenant, est-ce que quelques degrés de différence de la température moyenne mondiale, c'est grave ou pas? En fait, on a déjà on a des données historiques qui nous permettent de raisonner là-dessus. À droite, vous avez la carte de l'Europe il y a moins de 18 000 ans, au maximum de la dernière ère glaciaire. Donc il y a une calotte sur la Scandinavie et les pays baltes qui fait 3 km d'épaisseur. Il y a une petite cousine en Grande-Bretagne, une deuxième petite cousine dans les Alpes. Les Alpes, c'est juste un très gros glaçon. Et ensuite, vous voyez en rouge, en beige et en bleu clair, tout ça, c'est du désert au quasi-désert. Toundra en bleu clair, orange, la désert périglaciaire, rouge tout en bas à droite, désert chaud, et le jaune, c'est de la steppe. La capacité de charge de cet écosystème, c'est 100 000 humains.
À gauche, T'as dit quoi? La capacité de charge de quoi? de cet écosystème, c'est 100 000 humains. En Europe, c'est ça? En Europe, ouais. En Europe, Un peu plus large. un peu plus large, puisqu'il y a un peu d'Asie mineure là, d'accord. L'Europe du Bosphore. C'est ça. L'Europe byzantine, quoi. Et donc là, pardon, je vise l'écran, en fait, il est là le truc. À gauche, il y a la situation actuelle, avec beaucoup de bleu foncé et de vert. Ça veut dire que notre écosystème peut faire pousser des trucs qui se mangent, hein, littéralement. Là, la capacité de charge, avec donc, cet écosystème, donc, les rendements agricoles induits par ce climat, et un peu, voire beaucoup, d'énergie fossile. Là, on est 800 millions aujourd'hui, dans ce périmètre. 100 000, 800 millions. La différence de température moyenne globale, c'est 5 degrés entre ces deux environnements. Donc c'est un changement des conditions, un changement drastique des conditions de vie. C'est pas avec de l'innovation à la marge qu'on va y arriver. Donc il y a une question de pérennité du service public qui se pose vraiment concrètement. Ça, c'est un diagramme du GIEC publié il y a 2 ans et demi maintenant, et je le mets juste pour pouvoir faire le lien avec Aïcha plus tard. En bas à droite, donc en fait, chaque bâton, c'est un risque, et l'intensité de ce risque. Du blanc, c'est pas risqué, jusqu'au violet, le risque est généralisé. Et donc, je vais commenter juste celui qui est tout en bas à droite, qui parle d'instabilité d'approvisionnement alimentaire. À 1 degré, on est déjà dans le jaune, et on sait qu'il y a des crises alimentaires, c'est déjà arrivé. Hein. Les printemps arabes ont aussi une dimension alimentaro-climatique, j'ai envie de dire. Et en fait, au-dessus de 2 degrés, ça devient violet. Violet, c'est quoi? C'est perturbation profonde de l'approvisionnement alimentaire mondial. Donc ça veut dire partout, tout le temps. Donc potentiellement de l'instabilité sociale et politique partout, tout le temps. Bonjour. Bonjour. Donc il faut transiter ou opérer une transition. Est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on a une transition énergétique? Là, on a la quantité d'énergie par humain depuis 1860. Les 30 glorieuses sont très bien matérialisées là. Donc en fait, on atteint un plafond au milieu des années 70. Depuis, on est sur ce plafond, avec un petit peu là, il y a le décollage de la Chine dans les années 2000. Merci le charbon. Hein. Ça, cette croissance-là, c'est juste la croissance du charbon en Chine dans les années 2000. Et donc, à peu près la totalité des objets électroniques dans cette pièce, ils ont été produits grâce à cette croissance des émissions de charbon, enfin de l'utilisation du charbon. Et le renouvelable, c'est le violet fluo tout en haut. On peut lui ajouter l'hydroélectricité quand même. D'accord? Oui, rose, oui, fuchsia. Voilà. Et le bleu foncé, c'est l'hydroélectricité, donc c'est un tout petit peu moins pire. D'accord? On est à presque 10% peut-être. Si vraiment on peut lui rajouter le vert avec la biomasse. Si on se dit que toute la biomasse est renouvelable, ce qui n'est pas vrai. Et donc l'enjeu des 30 ans qui viennent, c'est de remplacer tout le reste. Vous avez noté que là, je suis politiquement très correct, j'ai même pas mis le nucléaire dans ce qu'il faut garder. Mais voilà, je pense que c'est peut-être une discussion pour une autre fois. Tu as un palier sur le nucléaire? Un palier. Ah oui, il arrête de croître depuis les années 90, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais Au niveau mondial, ils ont t'as 2 étages en 17%. fait. T'as là, t'as un rétrécissement en fait. Un petit Entre peu, ouais. là et là, t'as une période là un peu. C'est quoi? C'est une période transitoire? Je ne saurais Ça pas veut te dire quoi? dire. C'est qu'il y en Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un un an. peu de comètes après Tchernobyl où les projets ouais, se sont c'est ça. arrêtés. Ça s'est réduit. Et depuis Fukushima, c'est vraiment. Voilà. Ça veut pas. Il y a 500 centrales en construction dans le monde. Hein, donc voilà. Mais. Ce que tu peux dire, c'est que ça Après, vient. les constructions durent longtemps. Hein. Parce que les EPR, les... Ah non, mais moi, je serai le dernier à défendre l'organisation de la filière. Et à mon avis, si on veut parler de sortie du nucléaire à long terme, de diminution du risque, si c'est ça la priorité des priorités pour moi, c'est de réorganiser la filière. La définir sérieusement. On a un vrai rôle stratégique à Marseille avec les 1500 ingénieurs d'EDF. Ce que tu peux Et dire, donc le mix énergétique mondial, Pierre, ouais. c'est que les énergies renouvelables ne viennent pas en substitution, mais en addition C'est ça, du hein. mix énergétique. Sur la deuxième diapo, là, vous voyez, j'ai barré transition, j'ai mis empilement. Et c'est bien le problème qu'on a. Bonjour.
c'est que l'énergie s'empile, les énergies s'empilent les unes sur les autres. La découverte du pétrole a permis d'optimiser les systèmes à charbon. Ça, on l'a d'abord utilisé comme lubrifiant dans les machines à vapeur, et etc., etc. Et on a continué d'utiliser du bois parce qu'il fallait bien charpenter les mines, etc. Donc en fait, les énergies, il y a une symbiose qui s'opère entre les énergies. Et la question est de savoir si on peut faire un système tout renouvelable, où on produit des dispositifs d'énergie renouvelable avec de l'énergie renouvelable. Et c'est pas certain, c'est pas impossible, j'en sais rien en fait, mais c'est pas certain. Ça c'est la consommation d'énergie en France, on peut discuter des différentes branches là, on parle d'énergie primaire, donc en fait la part du nucléaire est multipliée par 2,5 sur ce diagramme, et alors que le pétrole c'est de l'essence, c'est de l'énergie primaire, mais il n'y en a que 30% environ qui est vraiment de l'énergie utile une fois que ça a passé dans le moteur. Bref. En tout cas, ça donne une idée des ordres de grandeur. Donc, une moitié de bas carbone à l'heure actuelle, une moitié de très carboné. Et le nucléaire, si on veut l'enlever, on peut essayer, mais ça veut dire faire diminuer la taille de cette tarte. Donc, il y a un enjeu de sobriété très fort. Bon, ici, dans cette pièce, il n'y a pas besoin de. Voilà. Et ça, c'est l'énergie au niveau mondial. On voit qu'on a un quart d'industrie, un sixième de transport. Bon, ça, c'est très déflaté par rapport à la situation à Marseille. À Marseille, le transport, c'est 25. Ouais. Ça, c'est le bâtiment. Donc, un sixième aussi dans le bâtiment. Après, il y a des émissions fugitives, des machins comme ça. Et il y a aussi ici 20% dans l'agriculture et l'élevage, qui est dû, un, aux engrais, parce qu'ils utilisent des combustibles fossiles, et deux, aux émissions dans le champ de protoxyde d'azote, de méthane. Et le méthane, lui, étant essentiellement dû au bétail, qui fait à lui seul 6% des émissions mondiales. Et pourquoi ces 5,2% d'industrie ne sont pas compris dans les 24% d'énergie? Parce que là, c'est des process énergétiques, là, c'est des processus chimiques. Le ciment, il faut chauffer pour faire du ciment, mais le ciment, c'est prendre du calcaire et faire de la chaux vive avec, et donc ça libère du CO2 dedans, dans le processus. Donc à gauche, les 5% d'industrie, en gris, c'est simplement le fait que le processus chimique libère du CO2. Mais du coup, c'est pas l'énergie utilisée pour ce processus. Il est un peu compliqué, je trouve, ce graphe. Parce que du coup, l'industrie à 5,2%, si on prend en vrai l'énergie, enfin les émissions C'est plutôt 30. de l'industrie, 30, ouais. Exactement. Enfin, moi, je l'aime pas trop ce 24 plus 5. Ah, puis il est compliqué. Après, voilà, je l'ai pris parce qu'il était complet, donc il est un peu compliqué, et puis après, on pourrait tracer les données de manière différente. En France, on est à 10 tonnes à peu près par tête de pipe, et ça se répartit comme ça. Le budget humain par an, il est tout de suite brûlé dans la voiture, d'accord? C'est 2 tonnes par an juste pour le véhicule. Alors c'est une moyenne, vous savez qu'il faut se méfier des moyennes. Hein. Bill Gates qui rentre dans un bar, tout le monde devient milliardaire dans la seconde. Donc là, il y a un très fort enjeu d'égalité. Hein. D'accord? C'est pas tout le monde qui prend l'avion, et ceux qui le prennent plutôt souvent. On retrouve le grand carré orange en bas là. Donc c'est le très grand carré orange, c'est l'alimentation. Le plus petit carré, c'est la viande. Donc la viande, c'est plus de la moitié de l'alimentation à elle seule. Moi, j'en mange encore, hein, mais j'essaye de réguler cette consommation. Le bâtiment en gris, la consommation en bleu turquoise, et les dépenses publiques qui nous concernent en bas à droite. Alors avant les dépenses publiques, il y a 3 grands mastodontes. Hein. Il y a l'armée, l'éducation, la santé. 2017. Voilà. Donc nous, on est les fifrelins des fifrelins, mais on a quand même avantage à agir. Pourquoi? Intérêt à agir. On est où? J'ai pas vu, attends. 15%. Ah pardon, c'est la hop, je reviens. On est 310, c'est ça, administration défense? Oui. Ouais. Oui, mais c'est Oui, dilué. mais en fait, là, je ne détaillais pas ce qu'il y avait dedans, c'est simplement qu'il y a 3 gros postes régaliens, en quelque sorte. Santé, militaire, éducation, et l'armée et la santé, c'est des choses qui sont très carbonées, et qui sont difficiles à décarboner. Voilà. Les tanks électriques, ça s'appelle un SUV. Hein, d'accord? Mais il n'y a pas de canon dessus. Mais c'est à peu près ça le délire. Et donc, ça, je le mets aussi parce qu'auprès des agents, je voulais être vraiment transparent sur le fait que c'est pas ça qui permet de guider l'action de la mairie. Hein, c'est pas cette infographie. Aussi, notamment parce que 1% des Français les plus riches
émettent 15 fois plus de CO2 que les 50% les moins riches. D'accord. C'est énorme. C'est énorme, les Dans le monde, inégalités. c'est 60, c'est ça. Et le budget par an à 2 tonnes. Pierre, 1% est plus riche, 15 fois plus voilà. que les 5. Ouais. Je vous enverrai les Je crois qu'à diapos, l'échelle hein, du de monde, toute c'est façon. 60 fois plus. Et j'enregistre. À ceux qui n'étaient pas là au début, je vous le dis, j'enregistre. Et donc il devrait y avoir une vidéo disponible. Et voilà. Et là, je leur fais faire leur bilan carbone. Je ne suis pas sûr que ce QR code fonctionne encore. Et puis de toute façon, on n'a pas vraiment le temps. Mais il y a un atelier de nos gestes climat, le truc de l'ADEME là. Et donc du coup, ça a permis, dans le cadre de ce séminaire, de faire faire leur bilan Aux carbone. agents de la mairie, individuel. c'est ça? Tu l'as présenté aux agents de la mairie? Exactement. D'accord. Et donc ça, l'idée, Ils c'est ont aussi de participé, préparer ils le sont terrain venus. pour une collecte des données futures où ils vont avoir des formulaires à remplir. Ils sont venus? Ils étaient 25, D'accord. Ouais, c'est bien. donc c'est pas mal, ouais. Et donc le bilan carbone, c'est 3 scopes. Un, dans lequel les émissions, on les maîtrise et on les opère parfaitement. C'est l'usage des bâtiments, mais en partie. C'est, si je fais d'une usine, c'est une usine, d'accord. Le scope 2, ou le périmètre 2, qui est donc la partie orange, là, c'est l'électricité que j'utilise, parce que je ne choisis pas d'où viennent les électrons. C'est ma flotte de véhicules. Et le périmètre 3, c'est des choses dont je dépends, mais que je ne contrôle pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les compter. D'accord? Parce que mon activité dépend de ces émissions. Et donc, pour faire un bilan carbone, il faut faire ce qu'on appelle une cartographie des flux d'énergie et de matière, ou une cartographie des flux physiques, avec qu'est-ce qui rentre dans mon organisation, qu'est-ce qui sort de mon organisation, et ça n'a rien à voir avec des flux monétaires. En fait, les flux physiques vont dans le sens inverse des flux monétaires, mais ce n'est pas contenu dans le budget financier, d'accord? Donc c'est vraiment une collecte de données à part entière. Et le bilan carbone, on peut l'imaginer comme la carte de ce champ d'astéroïdes. On a des contraintes géologiques, géopolitiques liées aux hydrocarbures. On a un risque climatique qui augmente. Et donc le bilan carbone, il permet de gérer ce risque. Hein, c'est un outil de pilotage stratégique. Si on n'a pas de bilan carbone, on n'a pas la carte du champ d'astéroïdes, ça ne veut pas dire que le champ d'astéroïdes disparaît. Donc, les raisons d'agir, c'est une obligation réglementaire pour les collectivités territoriales avec un petit astérisque, parce que les mairies de secteur, elles font ce qu'elles veulent, puisque ce n'est pas des collectivités de plein exercice. Et ça nous ouvre aussi le champ pour pouvoir expérimenter des choses. Et c'est comme ça que nous, on décide d'essayer de construire une calculette, un compteur carbone temps réel, pour pouvoir arbitrer la dépense carbone en même temps que la dépense financière. Ça prendra plusieurs années, hein, je pense, mais voilà, on commence cette année. Il y a un devoir d'exemplarité, on est le premier guichet pour les habitants, donc en fait si nous on n'est pas exemplaire, il n'y a pas de raison qu'ils le deviennent. Quoi. Un enjeu de ressources humaines parce que c'est des nouvelles compétences à construire, etc. Et une réorganisation des services. Quoi. On va pouvoir réaliser des économies budgétaires, c'est maintenant bien documenté que le bilan carbone permet de faire des économies de flux, en fait, hein, tout simplement. Il y a une urgence climatique évidemment, et il y a une question de pérennité du service que je décris comme la gestion des risques environnementaux. Et pourquoi je dis les risques environnementaux, ça arrivera plus tard, mais le carbone est un des risques environnementaux, le climat. Donc, la prestation mise en marché, elle sert 3 objectifs. Un état des lieux des émissions, une base pour les futures actions, donc un des fameux camemberts que vous avez vu et que vous allez voir encore. Concevoir une calculette temps réel pour les principaux postes et proposer un plan d'action concret à court et moyen terme. Alors juste, j'ai une question par Ouais. rapport à ça. Est-ce que c'est sur strictement les émissions ou c'est sur l'empreinte carbone? Non, c'est en empreinte. C'est les émissions organisationnelles, donc c'est en empreinte. Ok. Dans quel cadre on va faire ça? Donc le périmètre, c'est les compétences de la mairie de secteur, ça répond à ta question. Donc tout ton prestataire, de bouche, y compris, etc. Il n'y a pas de raison que les repas des centres aérés et leur fabrication ne soient pas inclus dans les émissions de la mairie de secteur. Non, mais c'était ça la question. Directement au périmètre. La durée, c'est 12 mois en 3 phases. Une de cadrage et sensibilisation qui va durer jusqu'à octobre à peu près, 5 mois. La deuxième, l'élaboration du premier budget carbone avec le bilan 2021. On peut discuter de si c'est 2021, 2020, un cheval, etc. On verra. Il y aura 12 mois glissants qui feront référence. Selon la facilité de collecte des données, en fait. Et une modélisation 2023, avec la différence, comme il y a 2 ans d'écart,
une trajectoire plus de degrés veut dire moins 10%. D'accord, c'est moins 5% par an pendant 30 ans si on veut tenir les 2 degrés et atteindre la neutralité carbone. Donc ça paraît impossible, mais en même temps, ce n'est pas un objectif qu'on a décidé nous-mêmes. Il s'impose à nous cet objectif. On l'a décidé nous-mêmes, si, à l'échelle mondiale, vous voyez. Voilà. Donc la question de savoir s'il est réaliste ou pas, en fait, elle ne se pose même pas. C'est un objectif qui s'impose à nous. Et donc, avec la troisième phase, avec des préconisations et un plan d'action, en les répartissant selon 3 étiquettes immédiates, prioritaires ou stratégiques. Stratégique, ça veut dire, par exemple, isoler nos bâtiments. Et ça, on sait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Non seulement parce que c'est cher, mais aussi parce qu'on n'a pas le droit. On doit demander à la mairie centrale. On travaille avec un DGALA grâce au boulot d'Anthony l'an dernier avec un stagiaire dans la mairie 4-5. Donc le troisième secteur, c'est environ 100 000 habitants, 50 équipements, 1,5 million par an de budget hors salaire. Donc en fait, c'est plutôt x4 à 5 si on met tous les salaires dedans, d'accord. Donc c'est 1,5%, 2% du budget mairie centrale. Donc Nizar Fasfat, qui était l'élève ingénieur, a effectué un stage de 3 mois, si je ne m'abuse. Ouais. Et donc il y avait Manu Ferrier et Anthony pour l'aider dans cette tâche. Ça fait environ 100 jours hommes de travail, avec un formulaire de collecte des données type Framaform auprès des élus et des agents, et en utilisant la base carbone. Et on se retrouve comme ça, par exemple, avec juste des écrans d'ordinateur et des photocopieurs qui font à eux seuls 6% des émissions de la mairie, etc. En fait, les photocopieurs, il y en a dans tous les CMA, hein, des trucs multifonctions gigantesques là. On imprime en couleur. À chaque fois que vous voyez une couleur sur le papier, il y a des oxydes de métal dedans. Donc il y a de la mine, etc. Donc il faut inciter les gens à moins imprimer et imprimer en noir et blanc le plus possible. Le recto verso n'est pas automatique, il n'est pas par défaut. Donc ça, c'est une des préconisations, par exemple. Et puis, et donc tout le reste, vous voyez que en fait, tant qu'on n'a pas travaillé sur ces 2 postes-là, le reste, bon, voilà. Donc il y a peut-être des choses faciles à faire qu'on pourra enlever tout de suite. Là, mais il faut faire attention à l'effort. Hein? Tu es sur les équipements électroniques. C'est ça. C'est ça, oui. Globalement, ça fait environ 700 tonnes, avec plein de trous dans la raquette, mais c'est normal la première fois qu'on le fait, hein, d'avoir une collecte de données qui n'est pas super fiable. On construit des tuyaux de comptabilité, ce qui n'existe pas, et on compare ça à la comptabilité financière qui est à 3000 ans. Donc en fait, tu ne peux pas tester. Ça prendra plusieurs années avant d'avoir des données fiables. Et c'est un peu la problématique avec la ville, c'est que le pas de temps de renouvellement du bilan carbone, il est tellement long qu'on ne peut pas avoir de retour d'expérience et de construction des compétences en interne au fur et à mesure qu'on fait les bilans. Donc on a la moitié, c'est la combustion du gaz, hein, si on regarde à gauche. 15% les déchets, tu vas pouvoir nous dire pourquoi les déchets ils passent de 15 à 5 de gauche à droite, ça j'ai pas compris. L'électroménager 10%, 11% le gaz indirect, donc c'est le gaz qui est hors chauffage, si j'ai bien compris. C'est 15-15. 10% d'électricité et 5% de déchets, donc en fait c'est simplement... Non, 5% de parc automobile. Déchets c'est à 15-15. Mais... Et donc il y a 15 et là il y a... Déchets c'est en... Ah oui, donc 15-15, ah ouais, c'est le code couleur en fait, qui change. Ouais. Il faut retenir le gros de la consommation, enfin, des gaz à effet de serre qu'on émet, c'est le type de chauffage des bâtiments qu'on a. C'est chaudière à gaz ou chaudière à feu. Et en fait, ça c'est vrai à l'échelle de la ville aussi. Sauf qu'à l'échelle, donc, on passe de 700 tonnes à 180 000 tonnes. Hein. 700 tonnes pour la mairie 4-5, 180 000 tonnes pour la ville, ça c'est le bilan des données de 2014, bilan effectué en 2016. Et la moitié, c'est les déplacements des usagers. Dans cette moitié des déplacements des usagers, il y a les 2 tiers, c'est les équipements sportifs. Donc entraînement, match de foot, match de boule. Il y a des gens qui vont jouer au boule en voiture à Marseille. Je ne comprends pas. Déplacements usagers pour se rendre à des équipements numériques. Exactement. Non, des équipements ville, là c'est du bilan ville, administration et patrimoine. Chose que nous on n'a pas mesuré. Si on enlève, ouais, c'est difficile à mesurer. Si on enlève les déplacements des usagers, on se retrouve avec scope 2. Tranches gigantesques. Le déplacement, le scope 3 même. Le scope 3. Le déplacement des usagers vers les services de la ville. Le scope 3, c'est pas obligatoire, mais en fait il faut le faire. C'est scope 3, ouais. Scope 1 et scope 2, Si tu les maîtrises pas. Et donc, on pas se la main retrouve avec avec 2 très grandes tranches si on enlève les déplacements des usagers. C'est un sujet à part entière, d'accord, comment on travaille avec la métropole sur la mobilité, etc. On le met de côté là pour l'instant. Sans le déplacement des usagers, on a 2 énormes tranches qui font 40% chacune à peu près, enfin plutôt un tiers chacune, un gros tiers chacune.
l'énergie des bâtiments, donc ça c'est à la fois l'usage des bâtiments. Est-ce qu'on climatise les fenêtres ouvertes? Est-ce qu'on chauffe les fenêtres ouvertes? Ça c'est plutôt la norme, hein, dans le mode de ce que j'ai vu. Est-ce qu'on isole nos bâtiments? Comment on les chauffe? L'essentiel c'est du gaz, donc on ne va pas pouvoir chauffer l'hiver prochain. Tout simplement. Il faudra se débrouiller autrement, il faut que les agents comprennent, quoi. Et les usagers aussi. Il va faire 15 degrés à l'état civil. Sinon, on se débrouille bien. C'est un énorme sujet, ça. Et presque 40%, c'est les achats. Donc, Là, il va y avoir une ça aussi, c'est du scope 3. Il y a une source de Ouais. conflit, là. Ouais. Il va falloir faire des priorités, là. Ah ben oui, c'est sûr. Et donc, 37% c'est les achats. Donc voilà, qu'est-ce qu'on achète dans les services? Quelle clause environnementale on met là-dedans? Est-ce qu'on se dit que l'informatique, on finit par arrêter d'acheter du neuf, par exemple? Et maintenant, il y a des boîtes qui ont transformé leur modèle économique, des boîtes qui louent des parcs informatiques, hein, qui ne travaillent plus avec du neuf. Ils sont divisés par 4 leur empreinte carbone. Et leur matériel est tout aussi performant, parce qu'en fait, pour faire du tableur Excel, tu n'as pas besoin d'un ordi dernier cri, d'accord? Et donc, je disais quand même, tout à l'heure, je parlais de... Ça, tu nous enverras Bien sûr, et la vidéo aussi. Il y avait mon champ d'astéroïdes, là. Je disais, c'est la carte du champ d'astéroïdes, le blanc carbone. Mais c'est un petit bout de carte du champ d'astéroïdes, si on considère que le champ d'astéroïdes, c'est toutes les vies planétaires, d'accord? Donc là, il n'est pas à jour, ce diagramme, parce que dans les conditions chimiques, il y a le plastique. On sait qu'il pleut du plastique au pic du Midi, maintenant. On sait même qu'il y en a dans l'air, d'accord? L'essentiel vient de l'océan, mais il est porté comme ça à travers les continents. La perte de biodiversité, bon, voilà, vous êtes au courant. Et la destruction des cycles d'azote et un peu du phosphore, ça fait l'épuisement des sols, etc. La fameuse révolution verte dont va nous parler Aïcha, je ne sais pas si on va faire une dérévolution. Mais voilà. Et donc, pour pouvoir piloter, il faut un plan. Et ça, c'est encore une fois chippé aux travaux, enfin, c'est surtout grâce aux travaux d'Anthony Nizar et Manu dans le 4.5, et de Pascal Bruyas, en fait. Pascal Bruyas qui a est chargé de mission, qui est chargé de mission transition écologique de la Maladie. Et donc, c'est un plan, on appelle ça PCAS, pour plan climat, air, énergie de secteur. Et vous voyez qu'on ne va pas descendre jusqu'à la périphérie, mais il y a quand même un certain nombre de postes. Alors, juste le pilotage budgétaire, donc avec un budget carbone, même un budget vert, c'est comme ça. Les déplacements pour les agents, connaître, éduquer, former. Là, il y a une question d'abord de monter en compétences des services et aussi d'éducation populaire, puisqu'on a des centres aérés, des centres d'animation. Donc là, on a un équipement qu'on peut tout de suite mettre à profit, quoi, par rapport à ça. Dans le 6-8, par exemple, on a Docteur S, il n'est pas docteur, mais il est très fort en compostage. C'est un agent de la ville, il est là, les compétences sont là déjà. Il n'y a qu'à le faire monter en puissance, le valoriser, et on va pouvoir mettre des composteurs à peu près où on veut, si on s'en occupe vraiment, quoi. Gestion des déchets, du tri, donc ça fait bien avec ce que je viens de dire. Et donc il y a 3 fonctions là, zéro plastique, recyclage du papier et les déchets organiques. Il faut composter en fait par défaut. La qualité de l'air, et là tu vas pouvoir nous parler de ce magnifique capteur prêté par Atmos Sud. Non, c'est à nous ça. Ah, vous l'avez acheté carrément, super. Alors juste Pierre, pour gestion de l'eau, je finis le cercle et puis après je te donne la parole. Gestion de l'eau, renaturation des espaces verts. La gestion de l'eau c'est important parce qu'il n'y a pas de compteur, hein, il me semble à ma connaissance, dans les jardins, etc. Si on paye. On paye quand même. Oui, on paye. Mais on utilise de l'eau potable. Et puis il y a aussi une question d'espèce. Le maire a fait une sortie sur le L'eau gazon potable pour arroser, pour des nettoyer. gens. Je trouvais ça très bien. En fait, On n'a pas le droit de la boire. peut-être qu'il faudrait se dessiner à décorer. On utilise de l'eau potable, on n'a pas le droit de la boire. C'est peut-être approximatif, tu pourras me corriger. La renaturation des espaces verts, ça s'apporte aussi. Hein? Et enfin, les énergies, les fluides et l'isolation qui sont encore une fois 35% des émissions du patrimoine et du service de la ville. Attends, juste pour qu'on remet la carte. Non. Parce que pour structurer un peu les choses, on a scindé en deux en fait. On a fait elle n'est plus à jour la carte, on a fait un plan climat, air, énergie interne. Là, c'est vraiment pour les services organisationnel, c'est comme ça la mairie et ses activités. Donc là, on retrouve certains chantiers qu'on va mener au sein de la mairie, etc. Et puis il y a le plan climat, air, énergie de secteur qui lui est vraiment plutôt territorial.
là, on va agir sur le territoire. Voilà, D'accord. juste pour bien comprendre qu'il y a des choses Oui. c'est vraiment qui relèvent du Non, c'est fonctionnement vrai de que la là, mairie, c'est et des choses pour qu'on nous, peut c'est agir très sur le bien. territoire en Ouais. tant que mairie de secteur, même si c'est pas forcément nos compétences. Donc c'est juste pour clarifier les choses, on a une nouvelle cartographie Super. un peu différente. Et pour aller un peu plus loin, on a identifié 10 ambassadeurs climat sur la base du volontariat qui vont porter les sujets, en tout cas plus sur la partie interne. Ils vont réfléchir au plan d'action qu'il va falloir mener sur les différentes thématiques, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'isolation des bâtiments, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des déplacements, télétravail, enfin, voilà, ils vont réfléchir eux-mêmes avec un pilote qui va être le chargé de mission Pascal Plat et moi et Manu en tant qu'élu. Et donc, Sur la partie, Pierre, juste, parce qu'hier on s'est rendu on compte de en ça. parle déjà. Donc, tu parles vite. Vas-y. Sur la partie bâtiment, qui est le gros des gaz à effet de serre qu'on émet, il y a un fonds, il y a France Relance, qui mobilise 5 milliards pour isoler les bâtiments publics. Il va nous Non, mais en ça, il parler, faut qu'on mais en parle parce que c'est un énorme sujet. Nous, en tant que DG de l'Île-de-France, on a des millions de mètres carrés, Parfait. mais pas que les écoles. Donc le comité de pilotage que en fait Anthony vient de le présenter pour le 4-5, même si ça ne s'appelle pas copine, mais ça ressemble un peu. Cette conférence, ce séminaire de lancement, il servait aussi à essayer de recruter des agents volontaires pour constituer un comité de pilotage de la décarbonation des services et du plan climat en règle générale, qui aurait vocation à être composé à plus de 50% d'agents. Il va avoir une fonction pivot, ce copil, avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Faciliter la cartographie et quantification des flux physiques. Deuxièmement, construire le plan d'action. Et troisièmement, incarner la maîtrise d'usage pour cette calculette carbone, parce qu'il n'est pas question de construire une usine à gaz qui sera inutilisable par les services. D'accord ? Voilà. Il va être référent donc, sur les sujets énergie-climat au sein de l'AMS, de la mairie de secteur. Anthony parlait d'ambassadeur, c'est la même chose, quoi. Et avec une idée qu'on se forme aux enjeux environnementaux au fur et à mesure des besoins. Le plan, c'est pas de faire des singes savants qui sont tout seuls dans leur coin, c'est d'entraîner au fur et à mesure, et au fil des besoins de connaissances et de nouvelles expertises, d'en acquérir et d'internaliser cette compétence. Il examine la faisabilité des recommandations, ça c'est dans le cadre du plan d'action, de la construction du plan d'action. Il formule les priorités d'action pour construire une administration décarbonée, résistante et résiliente face aux chocs à venir, énergétiques et climatiques. Énergétique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et je finis là-dessus, voilà, en disant qu'on a parlé de climat aujourd'hui, un peu d'énergie, et que la biodiversité des ressources, c'est aussi des enjeux environnementaux qui induisent des risques systémiques, et donc il faut les prendre en compte. Si on veut avoir un service public pérenne. Merci Je Pierre. précise qu'on a formé nos 10 ambassadeurs climat mardi matin à la fresque du climat. Trop bien. Ah, super. Et qu'on vise 100 agents formés à la fresque du climat d'ici fin 2022. 100 agents. Il y en a C'est ça. 100 agents. agents à la mairie de secteur. Là, il y en a déjà eu 10 formés, enfin 15 même, parce qu'on a ouvert un peu les portes. Il y a 15 élus qui ont